À une époque où Rome luttait pour ne pas disparaître de la carte, un nom surgit qui allait changer le cours de l'histoire, Publius Cornelius Scipio, l'homme qui sauva la République de son pire cauchemar, et qui finit par payer le prix le plus élevé pour sa grandeur. On l'appelait l'Africain, non pas à cause de ses origines, mais pour ce qu'il avait conquis. Il fut le seul capable de vaincre Hannibal Barca, le général carthaginois qui avait humilié Rome et semé la terreur sur toute la péninsule italienne. Scipio ne le battit pas seulement sur le champ de bataille, il le surpassa par sa ruse, son sang-froid et sa vision. Mais sa victoire ne vint pas sans conséquences. Car à Rome, aucun homme ne peut briller trop longtemps sans éveiller des ombres. Le Sénat, jaloux de sa popularité et inquiet de son pouvoir croissant, transforma l'honneur en suspicion, et la gratitude en trahison. Ce n'est pas seulement le récit d'un général invincible. C'est l'histoire d'un jeune aristocrate qui défia le destin, reconstruisit la fierté de son peuple et rendit l'espoir quand tout semblait perdu. Mais c'est aussi le portrait d'une république incapable de tolérer la gloire d'autrui, qui finit par exiler le héros même qui l'avait sauvé. Voici l'ascension, la gloire, et l'exil amer de Scipio l'Africain. Le 2 août 216 avenue Jésus-Christ, la République romaine toucha le fond. Sur les plaines de Cana, dans le sud de l'Italie, Hannibal Barca exécuta une manœuvre qui entrerait dans l'histoire comme l'une des plus brillantes jamais vues. Avec moins d'hommes, il encercla l'armée romaine et la massacra sans pitié. Plus de 50 000 légionnaires furent anéantis. Ce fut une défaite qui paralysa Rome, une blessure si profonde que beaucoup crurent que la fin était proche. Mais de cette tragédie, au milieu de la peur, de la confusion et du désespoir, émergea une figure inattendue, Publius Cornelius Scipio, à peine un officier de 20 ans, sans grade ni commandement formel, mais avec quelque chose qui faisait défaut parmi les survivants, le leadership. Alors que certains soldats, traumatisés par le massacre, parlaient de se rendre ou d'abandonner la cause, Scipio fit irruption dans l'assemblée improvisée, dégaina son épée et jura devant les dieux. Par Jupiter! Je jure de ne jamais trahir Rome. Et de frapper de cette épée quiconque oserait le faire. Cet acte fut plus qu'une menace, c'était un cri d'identité. Une étincelle allumée dans la nuit la plus sombre de Rome. Et bien qu'il fût alors seulement un jeune homme, à cet instant naquit un général. Naquit une légende. Car les grands leaders ne se forgent pas dans le confort, mais dans le feu de l'adversité. Pendant que Rome résistait comme elle pouvait aux attaques carthaginoises, loin de la péninsule italienne, dans les terres disputées d'Hispanie, une autre guerre décisive se jouait. Là, les généraux romains étaient le père et l'oncle de Scipio, qui tentaient depuis des mois de freiner la machine de guerre de Carthage, couper ses lignes de ravitaillement et sécuriser les rares alliés encore fidèles. Mais tout se termina en tragédie. Les frères Scipio furent trahis par les Celtibères, alliés locaux en qui ils avaient confiance, et tombèrent au combat, dépassés par les troupes carthaginoises dirigées par Hasdrubal Barca. Ce fut une défaite écrasante. Pour le jeune Publius, la nouvelle fut dévastatrice. En un seul jour, il perdit non seulement son père et son oncle, mais aussi un héritage qu'il n'avait pas encore eu le temps de recevoir. Rome, pour sa part, était paralysée. Personne ne voulait prendre le commandement de cette campagne maudite. Les sénateurs hésitaient, les vétérans se taisaient. C'était une mission suicidaire. C'est alors que Scipio, à peine âgé de 25 ans, se présenta devant le Sénat. Non pas comme un jeune imprudent, mais comme un homme qui comprenait que la douleur pouvait se transformer en objectif. Sans expérience de général, il demanda le commandement des restes de l'armée romaine en Hispanie. Et, face au silence et à l'absence de volontaires, le Sénat n'eut d'autre choix que de l'accorder. Scipio partit pour l'Hispanie en tant que proconsul, à la tête d'une troupe réduite et moralement brisée. Il n'avait ni médaille, ni gloire, ni promesse, seule une volonté inébranlable, venger sa famille, restaurer l'honneur de Rome et stopper l'avancée carthaginoise. Il savait qu'il était seul. Mais il savait aussi que, s'il triomphait, ce ne serait pas seulement une victoire militaire, mais le début d'une nouvelle ère pour Rome. Carthago Nova n'était pas une simple ville sur la carte. C'était le joyau de Carthage en Hispanie, sa principale base navale et militaire, siège du gouvernement, arsenal, trésor et symbole de puissance. La prendre infligeait un coup dévastateur non seulement tactiquement, mais aussi psychologiquement. Pourtant, tenter de capturer une telle forteresse avec une armée encore en formation frôlait la folie. Mais Scipio ne pensait pas comme les autres. Il ne cherchait pas une guerre prolongée ni des affrontements frontaux contre les 3 armées carthaginoises dispersées dans la région. Son esprit était déjà plusieurs coups en avance. Son plan, frapper là où personne ne s'y attendait, rapidement et avec une précision chirurgicale.
Avec l'aide d'informations secrètes fournies par des marins de la ville alliée de Tarraco, Scipio découvrit que la ville, protégée sur 3 côtés par la mer, avait un point faible, un lagon au nord, qui à marée basse exposait un accès direct au mur. C'était une opportunité qui demandait une synchronisation parfaite. Le jour de l'attaque, tandis que les défenseurs se concentraient sur la défense terrestre et maritime, Scipio ordonna à une partie de ses troupes de traverser le lagon au moment exact où la marée reculait. Les Romains traversèrent le fond boueux et escaladèrent les défenses intérieures par le flanc le moins protégé. Ce qui semblait impossible arriva en quelques heures seulement. Carthago Nova tomba. Ce fut une victoire totale. Scipion ne se contenta pas de prendre la ville, il s'empara de son arsenal, de sa flotte de guerre, de son trésor et de ses archives secrètes. Il gagna en prestige, en morale et en avantage stratégique. Et plus encore, il prouva que Rome n'avait pas besoin de plus d'hommes ni de plus de temps. Elle n'avait besoin que d'un chef doté de vision. Carthage ressentit le coup. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la peur changea de camp. Après la conquête de Carthage nouvelle, Scipion ne se laissa pas griser par la gloire. Il savait qu'il restait encore 3 armées carthaginoises opérant en Hispanie, dirigées par les redoutables frères Barca, Hasdrubal, Magon et Hasdrubal Giscon. Ensemble, ils représentaient une menace presque invincible. Mais séparés, ils étaient vulnérables. Scipion ne cherchait pas une guerre d'usure, mais une série de frappes rapides, menées comme un chirurgien sur les nerfs exposés de l'ennemi. Son objectif, empêcher les 3 armées de se rejoindre. Les diviser, les isoler, les vaincre une par une. Alors qu'Hasdrubal Barca quittait l'Hispanie pour porter des renforts à son frère Hannibal en Italie, Scipion porta son attention sur les 2 autres commandants. Mais auparavant, l'une des scènes les plus marquantes eut lieu, les Romains interceptèrent l'armée d'Hasdrubal dans sa marche vers le nord, la vainquirent sur le fleuve Métor et envoyèrent sa tête, ensanglantée et sans gloire, au camp de Hannibal. C'était un message clair, Rome ne craignait plus les Barça. Elle les chassait. Pendant ce temps, Scipion poursuivait son offensive en Hispanie. Lors de la grande bataille du fleuve Baecula, il contrecarra les plans des Carthaginois de se regrouper. Et lorsque Magon et Hasdrubal Giscon décidèrent enfin d'unir leurs forces, il était déjà trop tard. Scipion les affronta sur la plaine d'Ilipa, près de l'actuelle Séville, avec une armée moins nombreuse mais mieux entraînée et dotée d'un plan magistral. Il plaça ses troupes alliées au centre et ses vétérans légionnaires sur les flancs, à l'inverse des batailles précédentes. Lorsque la bataille commença, les Carthaginois, confiants, attaquèrent le centre faible. Mais alors qu'ils s'y épuisaient, Scipion lança une attaque foudroyante sur les 2 flancs, enveloppant l'ennemi dans une manœuvre qui désorganisa complètement ses lignes. Les alliés indigènes des Carthaginois désertèrent. La peur se répandit. Et à la fin de la journée, l'armée carthaginoise en Hispanie était détruite. Ce ne fut pas seulement une victoire. Ce fut l'aboutissement d'une campagne calculée avec une froideur stratégique digne des plus grands génies militaires. Scipion ne se contenta pas de conquérir l'Hispanie, il scella le destin de l'empire carthaginois. Rome commençait à réaliser qu'elle avait entre ses mains un général comme elle n'en avait pas vu depuis des générations. Scipion retourna à Rome en héros. Il avait vaincu les Barça en Hispanie, démantelé leur réseau de soutien et arraché à Carthage sa possession la plus précieuse en Europe. Pour beaucoup, il apparaissait comme un sauveur. Mais à Rome, la gloire n'était jamais exempte de suspicion. Bien qu'il fût reçu avec respect, le Sénat ne l'acclama pas comme il le méritait. On le nomma consul, malgré le non-respect de l'âge minimum, mais ses gestes charismatiques, sa popularité parmi le peuple et son aura presque divine éveillèrent les pires craintes parmi les défenseurs les plus acharnés de la République. Pour eux, Scipion n'était pas seulement un vainqueur, il était un tyran potentiel en gestation. Parmi ces gardiens de l'ordre républicain, un se distinguait, Marcus Porcius Caton, connu sous le nom de Caton l'Ancien. Caton se méfiait profondément du style de vie raffiné de Scipion, de sa proximité avec les cultures étrangères et, surtout, de son influence politique croissante. Pour Caton, l'austérité, la discipline et la tradition romaine étaient des valeurs sacrées. Et Scipion, avec son goût pour la philosophie grecque, ses spectacles grandioses et son leadership charismatique, représentait une menace pour cet idéal. Les tensions s'accentuèrent lorsqu'un scandale impliqua un proche collaborateur de Scipion. Caton saisit l'occasion pour l'attaquer publiquement, accusant son entourage de corruption et d'excès. Il tenta de le destituer, mais échoua. La popularité de Scipion était encore trop forte. Cependant, Rome changeait. La deuxième guerre punique avait laissé des cicatrices et éveillé des ambitions.
le pouvoir commençait à migrer du Sénat vers les mains des généraux victorieux. Et cela, Caton ne le permettrait jamais sans se battre. Ainsi, alors que le peuple acclamait Scipion comme l'homme qui sauverait Rome, dans l'ombre, le réseau de sa future chute se tissait. Car dans la République, les victoires militaires s'oublient, mais les inimitiés politiques perdurent. Rome savait qu'il ne suffisait pas d'expulser Carthage d'Hispanie. Pour mettre fin définitivement à la menace carthaginoise, il fallait frapper à la racine. Scipion le savait mieux que quiconque. Il proposa donc l'impensable, porter la guerre en Afrique, au cœur même de l'ennemi. Le Sénat hésita. Non par manque de mérite, mais à cause de l'audace du plan. Scipion ne voulait pas seulement envahir l'Afrique, il voulait contraindre Hannibal, le même qui avait ravagé l'Italie pendant des années, à revenir défendre sa patrie. C'était une stratégie risquée, mais brillante. Depuis la Sicile, base de ses opérations, Scipion prépara méticuleusement son armée. Ce n'était pas une campagne ordinaire, c'était la bataille finale pour la suprématie en Méditerranée. Une fois en Afrique, ses forces vainquirent facilement les premiers contingents carthaginois. La panique se répandit à Carthage. Et ce fut alors l'inévitable, Hannibal fut rappelé. Deux légendes militaires allaient s'affronter. L'un, le défenseur infatigable de Carthage. L'autre, le conquérant audacieux d'Hispanie. Tous deux savaient que leur rencontre déterminerait le destin de leur civilisation. La bataille de Zama eut lieu le 19 octobre 202 avenue Jésus-Christ, devant les murs de Carthage. Hannibal arriva avec sa dernière carte, une puissante force renforcée par 80 éléphants de guerre. Mais Scipion ne se laissa pas intimider. Il savait que la clé n'était pas la force, mais le contrôle. Avec une discipline de fer, il ordonna à ses troupes d'ouvrir des corridors lorsque les éléphants chargeaient. Les animaux, désorientés par le silence des lances et l'éclat des casques polis, traversèrent les passages sans semer le chaos. Une fois désorganisés, ils furent pris en tenaille et abattus sans pitié. Le reste fut une danse de précision militaire. Scipion connaissait chaque mouvement de son ennemi. Il avait étudié Hannibal comme un disciple étudie son maître, et cette admiration devint son arme la plus dangereuse. En quelques heures, l'armée carthaginoise fut écrasée. Plus de 20 000 morts et 15 000 prisonniers scellèrent la victoire. Carthage, vaincue, dut accepter une paix humiliante. Elle renonça à sa flotte, à ses colonies et à toute ambition impériale. Et Hannibal, vaincu pour la première fois de manière décisive, abandonna son rêve d'un empire carthaginois. Rome était désormais la puissance incontestée de la Méditerranée. Et Scipion, son héros. Mais la gloire, comme toujours à Rome, serait brève. Car même les plus grands n'échappent pas à l'envie du pouvoir. L'image resta gravée dans la mémoire collective, 80 éléphants d'Afrique avançant furieusement sur les légions romaines, soulevant des nuages de poussière, rugissant comme une tempête vivante. C'était le dernier atout d'Hannibal, sa ressource la plus imposante. Chacun de ces animaux pouvait écraser une escouade d'un seul pas. C'étaient des montagnes en mouvement, armées de défense, de tours et de haines. Mais Scipion ne se laissa pas impressionner par le spectacle. Il avait appris à vaincre non seulement avec l'épée, mais aussi avec l'esprit. Il savait que les éléphants étaient redoutables, mais aussi craintifs. Il ordonna à ses soldats de polir leurs armures et casques au maximum pour que le soleil africain y rebondisse comme des lames de lumière. Il instruisit ses musiciens militaires de sonner trompette et cor au moment exact. L'objectif n'était pas de résister à la charge, mais de la briser avant qu'elle ne commence. Lorsque les éléphants chargèrent, les Romains ne se battirent pas au corps à corps. Ils s'écartèrent comme un rideau. Ils formèrent des couloirs vivants, laissant passer les animaux sans rencontrer de résistance. Les pachydermes, désorientés par les reflets, le bruit et l'absence de cible, se dispersèrent. Certains reculèrent, d'autres coururent vers leur propre ligne, semant le chaos dans les rangs carthaginois. Puis vint la contre-attaque. Depuis les flancs, les lanciers romains refermèrent les rangs et frappèrent avec une précision chirurgicale. La plupart des éléphants tombèrent sous une pluie d'acier. Sur les 80, seuls 11 survécurent. Les autres restèrent sur le champ comme des monuments immobiles à la fin d'une époque. Cette bataille n'était pas seulement une victoire militaire. C'était un chef-d'œuvre de contrôle, d'intelligence tactique, de maîtrise des nerfs et du terrain. Scipion ne vainquit pas en n'ayant plus d'hommes. Il vainquit parce qu'il sut transformer la peur en stratégie. Depuis lors, les Romains comprirent qu'aucun monstre n'était invincible s'il était affronté avec ruse. Et Scipion, l'Africain, gagna une place parmi les immortels, non seulement comme guerrier, mais comme génie.
Rome n'a jamais été clémente avec les hommes trop grands. Et Scipion, l'Africain, était devenu l'un des plus grands de tous. Ses victoires avaient sauvé la République, son génie tactique avait humilié Carthage, et son nom résonnait dans tout le bassin méditerranéen, et cela, pour beaucoup au Sénat, était simplement intolérable. Les ennemis de Scipion n'avaient pas disparu avec la guerre. Au contraire, ils attendaient le moment précis pour le renverser. Caton l'Ancien, éternel défenseur de la République traditionnelle, devint le visage visible de cette campagne. Et l'arme choisie n'était pas l'épée, mais le procès public. Ils accusèrent son frère, Lucius Cornelius Scipio, de s'être approprié le butin de guerre après la victoire sur Antioche III en Asie. Scipion, indigné par ce qu'il considérait comme une infamie contre sa famille, réagit comme seul un homme fier le ferait, il détruisit les registres financiers de la campagne devant tout le monde, dans le forum romain même. Son geste fut applaudi par le peuple, mais c'est là également son destin politique. À Rome, désobéir au Sénat était un acte impardonnable. Ce geste de défi, bien que courageux, fut interprété comme de l'arrogance. Bientôt, les Scipions se retrouvèrent emportés dans un tourbillon de procès, d'amendes et d'humiliations. Lucius fut condamné, et Scipion fut convoqué devant le Sénat le jour même commémorant sa plus grande victoire, la bataille de Zama. Mais Scipion ne se présenta pas. Au lieu d'assister au procès, il préféra se retirer pour offrir des sacrifices aux dieux, remerciant pour la victoire qui avait changé l'histoire. Son absence fut vue comme une provocation, la goutte de trop dans une coupe que beaucoup désiraient déjà renverser. Le Sénat confisqua ses biens. Il fut isolé. On lui enleva tout sauf sa renommée, et son orgueil. Alors, Scipion choisit l'exil volontaire. Je m'exile moi-même, si ma grandeur est plus que ce que Rome peut supporter, dit-il avant de se retirer dans sa villa de Liternum. Là, loin de l'agitation des forums, du jugement des hommes et de l'ingratitude de sa ville, il passa ses dernières années à écrire, cultiver, et se souvenir. Car même le plus grand des héros peut tomber. Non par la lance d'un ennemi, mais par l'envie de ceux qui ont juré de défendre la même patrie qu'il avait sauvée. Scipion l'Africain n'était pas seulement un général brillant. Il était une figure qui transforma la manière dont Rome concevait la guerre, le leadership et le pouvoir. Son héritage, bien que terni par l'exil et l'ingratitude, s'étendit bien au-delà du champ de bataille. Dès son jeune âge, Scipion comprit que la guerre n'était pas seulement une force brute. Il sut utiliser l'intelligence, la psychologie et la théâtralité comme des armes aussi efficaces que l'épée. Il introduisit de nouvelles tactiques, comme la mobilité plutôt que la rigidité, la ruse plutôt que la force, et l'anticipation plutôt que la réaction. À Zama, par exemple, il montra qu'on pouvait vaincre même l'invincible Hannibal, non pas en ayant une armée plus grande, mais en connaissant profondément l'esprit de l'ennemi. Politiquement, Scipion représentait la tension éternelle entre réformateurs charismatiques et système conservateur. Il inspirait l'admiration du peuple, mais la peur des sénateurs. Non pas parce qu'il était un tyran, mais parce qu'il incarnait l'avenir, une Rome plus audacieuse, plus impériale, moins contrôlée par les vieilles familles aristocratiques. Sa figure devint un modèle pour les générations suivantes. Jules César, Pompée et même Napoléon regarderaient son histoire avec révérence. Car Scipion ne se contenta pas de gagner des batailles. Il inspira ses hommes à croire en l'impossible. Il leur enseigna qu'une guerre se gagne d'abord dans l'esprit, puis sur le terrain. Et pourtant, Scipion paya cher sa grandeur. Son héritage militaire était incontestable, mais son héritage politique resta divisé. Certains le virent comme un sauveur trahi. D'autres, comme un leader qui défia trop le système qu'il avait élevé. Mais le temps, en tant que juge ultime, l'éleva au-dessus de ses détracteurs. Dans la mémoire de Rome, Publius Cornelius Scipion n'était pas un simple consul ni un général de plus. Il fut l'homme qui arrêta Carthage, redessina la carte du pouvoir et, même dans la défaite politique, laissa une empreinte qu'aucun jugement ne pouvait effacer. Exilé, mais pas vaincu. Celui qui avait sauvé Rome se retira non pas avec haine, mais avec dignité. Scipion l'Africain s'installa dans sa villa de Liternum, une résidence campagnarde loin du tumulte politique, du jugement des hommes et de la ville qu'il avait un jour acclamé comme son héros. Là, entouré par la nature, il vécut ses dernières années dans le silence. Il ne retourna jamais à la vie publique. Il devint un homme de campagne, un philosophe de sa propre histoire, écrivant ses mémoires, cultivant la terre et réfléchissant au poids de la gloire et à la fragilité du pouvoir. Malgré son exil auto-imposé, Scipion ne renonça jamais à Rome. Mais il lui retira son corps. Dans un dernier acte de fierté et de déception,
il ordonna qu'on ne l'enterre jamais dans la ville qu'il avait oubliée. « Patrie ingrate, tu n'auras pas mes os », aurait-il dit. Et ce fut ainsi. Le 3 décembre 183 avant Jésus-Christ, Scipion mourut à l'âge de 52 ans. Ironiquement, cette même année, dans un autre coin de la Méditerranée, son grand ennemi disparaissait également, Hannibal Barca. Comme si le destin avait voulu clore le chapitre des deux colosses qui avaient marqué la Seconde Guerre punique. Il fut enterré à Liternum, sous une pierre tombale simple qui suscite encore aujourd'hui le débat parmi les archéologues et les historiens. Car, bien que son corps ne revint jamais à Rome, son histoire, son héritage, son nom, ne partirent jamais. Scipion ne mourut pas oublié. Il mourut comme il avait vécu, selon ses propres termes. Ce n'était pas Rome qui dictait sa fin. C'était lui qui choisissait sa dernière page, avec la même détermination qu'il avait eue lorsqu'il leva son épée et jura de ne jamais trahir la République. L'histoire de Publius Cornelius Scipio Africanus est un puissant écho d'une vérité éternelle. Les grands hommes tiennent rarement dans les structures qu'ils ont contribué à préserver. Scipion vainquit des ennemis qui semblaient invincibles. Il sauva sa patrie dans son heure la plus sombre. Il réécrivit l'art de la guerre. Il éleva le prestige de Rome à un niveau qui n'avait jusque-là été qu'un rêve. Et pourtant, lorsqu'il ne fut plus utile au pouvoir, il fut poussé dans l'oubli. La Rome qu'il défendit de sa vie fut la même qui l'accusa, le poursuivit et le laissa mourir loin de son forum. Ainsi, la République montra son visage le plus humain, ingrat, fragile, craintif de l'éclat d'autrui. Elle craignait que Scipion ne soit trop grand pour tenir dans ses colonnes de marbre et ses parchemins de loi. Mais le temps rend justice. Aujourd'hui, des siècles plus tard, peu se souviennent des noms des sénateurs qui signèrent sa condamnation. Mais tout le monde connaît l'Africain. Le stratège qui vainquit Hannibal. L'homme qui transforma chaque bataille en leçon de ruse et de courage. Le citoyen qui préféra l'exil plutôt que de trahir ses principes. Scipion incarne ce paradoxe que seuls les véritables géants affrontent, être aimé du peuple et craint du pouvoir. Triompher, et pourtant perdre. Gagner des guerres, mais pas la politique. Et pourtant, son ombre ne se dissipa pas avec la poussière des siècles. Elle vit dans chaque histoire qui honore les courageux, dans chaque stratégie qui valorise l'intelligence sur la force, et dans chaque mémoire qui rappelle que la véritable grandeur n'a pas besoin de couronne ni de statue. Juste de la vérité. Scipion l'Africain n'était pas seulement un général. Il était le symbole de ce qu'un homme peut accomplir lorsqu'il unit conviction, intelligence et courage. Sa vie nous rappelle que même les héros les plus brillants peuvent être trahis par la patrie qu'ils ont juré de protéger. Mais elle nous enseigne aussi que la vraie gloire ne vient ni des titres ni des jugements des hommes, mais de l'empreinte laissée dans l'histoire. Si cette histoire vous a ému, si vous pensez que l'héritage de Scipion mérite d'être raconté encore et encore, je vous invite à partager cette vidéo avec ceux qui valorisent l'histoire, la stratégie et la dignité. Aimez, commentez votre partie préférée et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à découvrir la vie de ceux qui défièrent le destin et marquèrent l'éternité. Car un peuple qui ne connaît pas son histoire, est condamné à la répéter.